C'est l'acier froid entre les mains d'hommes courageux qui a forgé l'histoire de notre civilisation. Des lames courtes aux gigantesques. Il y a eu un paquet de designs fous. Et plein d'entre elles avaient des particularités avancées, intéressantes, auxquelles vous auriez jamais pensé. Alors découvrons les 20 plus inhabituels. Numéro 20. L'urumi. Originaire d'Inde, elle peut être utilisée comme fouet. Avec ce design flexible, elle est principalement faite pour lacérer. Et vous pouvez difficilement vous défendre contre elle, car il se plie autour des boucliers ou de tout autre moyen de défense. L'urumi est aussi efficace comme arme défensive, comme les combattants peuvent la fouetter autour de leur tête pour créer une bulle défensive. Sans surprise, il est aussi dur à manier et dangereux pour l'utilisateur. Numéro 19. Les crochets du tigre. Ces types d'épées sont des armes traditionnelles associées aux arts martiaux chinois. Elles sont toujours en paire, et leur but est de lacérer. La pointe du crochet est aussi utilisée pour saisir des armes ou faire trébucher des ennemis. Les gardes en croissant et le bas de la poignée sont aussi affûtés. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'ils peuvent se relier avec des crochets. Et accrochés, ils se transforment en une arme flexible plus longue. Numéro 18. Le cimetière. C'est un sabre légendaire de l'Orient médiéval. Les cimetières étaient réputés pour leurs lames ultra résistantes, mais légères, grâce à l'utilisation de ce qu'on appelle l'acier damas, forgé de manière à fournir à la fois dureté extrême et excellente flexibilité. Leur utilité sur le champ de bataille venait aussi de leur design incurvé, qui permettait aux cavaliers de trancher leurs adversaires de l'épaule à la taille en pleine course tout en continuant à avancer. Les épées droites restaient souvent coincées. Numéro 17. Le repesh. Cette rare et ancienne épée de combat égyptienne vient d'une hache de combat et avait une lame avec une moitié supérieure en forme de croissant. Ça apportait une excellente puissance de lacération et coupe. Des lames entières faisaient un demi-mètre de long, ce qui les rend parfaites pour les batailles rapprochées. La partie intérieure de la lame était émoussée et utilisée pour désarmer ou faire trébucher. Numéro 16. La kanda. C'était l'arme préférée des guerriers sikhs indiens. Bizarrement, ils ont utilisé cette épée avec une lame droite à double tranchant pour lacérer, ce qui était rendu possible par sa lame légère et élastique renforcée par des fines bandes d'acier. Elles avaient aussi une autre chose intéressante, une courte saillie en bas de sa poignée pour la saisir à deux mains et frapper fort. Numéro 15. Le Ngambe Ngulu. Cette épée à l'allure étrange vient de la tribu cannibale des Ngambe du Congo, qui l'utilisait pour les exécutions cérémonielles. La lame est minutieusement conçue pour décapiter les victimes, car elle est lourde et a un sommet en forme de croissant très tranchant qui est assez courbé pour que les bourreaux coupent la tête en un seul coup. Le dos décoré aide aussi à porter la lame sur leurs épaules, car elle est lourde. Une fois la cérémonie terminée, la tribu se régalerait alors des restes. Numéro 14. L'épée du temple de Nayar. Cette épée est liée au temple hindou Mahanayar Devi, dédié à la déesse mère Nayar. Même si elle a l'air brutale, et sa lame à double tranchant a l'air super tranchante, elle n'a pas vraiment été utilisée à des fins militaires. Bien au contraire, elle servait surtout pour des cérémonies religieuses. Il y avait même de petits trous sur la lame pour attacher des breloques ou d'autres bibelots. Numéro 13. La pata. Cette épée est inhabituelle, comme elle a une garde intégrée en forme de gantelet qui offre une protection presque complète de la main de l'épéiste. À l'intérieur du gant se trouve un manche pour la tenir. Étant donné que l'arme est bien tenue par le bras, les patas étaient principalement utilisés pour coller les barres obliques puissantes, et souvent par la cavalerie à cheval. Numéro 12. Le kampilan. Cette longue épée à tranchant unilatéral était l'épée de combat préférée de plusieurs groupes ethniques aux Philippines, en raison de sa lame très solide, fabriquée à partir d'un procédé de soudage en acier de Damas. L'extrémité de la lame est bien plus large et mince qu'à sa base, nécessitant une lourde poignée divisée qui l'équilibre. Et elle est aussi censée représenter une créature mythique à bouche ouverte. En plus de servir au combat, il a été utilisé par les chasseurs de tête. Et le chef Lapu-Lapu a tué l'explorateur portugais Ferdinand Magellan avec. Numéro 11. Le panaba. Encore une épée de l'archipel philippin. Elle a servi à la fois d'outil et d'arme de combat. Sa poignée proportionnellement longue en bois dur est unique. Et sa longue lame incurvée vers l'avant la rendait pratique pour frapper. Donc, elle était utilisée pour achever les ennemis blessés, même si elle était rarement utilisée sur le champ de bataille. Aujourd'hui, elle sert dans tout le pays, surtout pour le défrichage d'une végétation inhabituellement dense et trancher de gros morceaux de thon. Numéro 10. La falcata.
Ces épées étaient des versions des épées macédoniennes, copies de la péninsule ibérique pré-romaine, l'Espagne actuelle. Comme les copies, les falcatas ont des lames à tranchant unilatérales, incurvées vers l'avant, idéal pour couper en mettant son poids dans la pointe, lui permettant de donner un coup avec l'élan d'une hache. On les distingue par leur poignet incurvé qui est crochu et son pommeau, offrant une meilleure protection pour la main. Elle était très efficace, non seulement en raison de sa forme, mais aussi de la qualité du fer utilisé pour les fers et du processus utilisé pour enterrer l'acier, afin de corroder ses points faibles. Numéro 9. L'estoc. Cette épée française a été conçue spécifiquement pour combattre des ennemis en cotte de maille ou en armure. C'était ça, ou frapper très fort, par exemple avec un marteau ou une masse. Avec son tranchant plutôt terne, cette épée passait à travers les mailles ou les faiblesses de l'armure. Plutôt que d'être mince, ce type d'épée a souvent une section transversale triangulaire, carrée ou en diamant, pour être suffisamment solide et robuste. Numéro 8. La flamberge. Cette épée européenne tire son nom de la lame ondulée distinctive qui ressemble à une flamme, datant du XVIe siècle. Elle avait une forme inhabituelle pour l'époque, mais sa forme maladroite avait un but pratique. Avec leur surface de bord accrue, les lames ondulées infligent des blessures plus graves que les lames plates car les bords tranchants glissent comme une lame de scie. Et les vagues aidaient l'épéiste à se défendre en ajoutant de la friction et empêchant l'ennemi de glisser sa lame pour blesser en cas de parade. Elles étaient réservées aux épéistes distingués, et c'était un moyen de mettre en valeur leur dextérité. Numéro 7. L'espadon ou Zweihander. En allemand, Zweihander veut dire à deux mains, et cette énorme épée médiévale nécessitait bien deux mains, mesurant plus de 2 mètres de long et pesant plusieurs kilos. Elles étaient portées en travers de l'épaule. Ces énormes armes étaient le résultat de la tendance médiévale d'augmentation de la taille des épées. Elles servaient contre les lances ou d'autres armes à pointe, si leur arme était tranchante sur les deux bords. Le véritable avantage était d'utiliser leur poids pour freiner les armes adverses. Numéro 6. Les katanas. Les katanas font partie des lames les plus fortes et tranchantes de toutes, et étaient donc réservées aux samouraïs. Et même si on les appelle souvent sabres japonais, ça tient pas compte des différentes variétés qui existent. Pourtant, elles sont réputées pour leur qualité pour leur époque, qui résulte d'une technique de fabrication japonaise vieille de plusieurs siècles, qui aide à éliminer les impuretés dans l'acier, créant une lame plus solide. Différentes variantes de katana ont un but spécifique, mais en général, elles sont dotées d'un bord tranchant, tandis que le noyau de la lame est plus doux et flexible. Fabriquées de cette manière, les katanas sont à la fois assez solides et flexibles pour résister aux coups les plus lourds. Elles sont souvent aussi tranchantes, parce qu'elles sont polies pendant plus de 2 semaines. Numéro 5. Les épées de bourreau. Jusqu'au XVIe siècle, des épées normales étaient utilisées pour les exécutions. Mais après, des épées spéciales, appelées épées de bourreau, ont été utilisées, surtout en Europe, à l'exception de l'Angleterre où ils utilisaient des haches, destinées à être prises à 2 mains. C'étaient des lames à double tranchant avec une pointe émoussée, comme elles n'ont jamais été utilisées. Étant des outils de justice, elles étaient ornées de symboles, y compris des images du Christ et aussi d'inscriptions moralistes. Une des épées allemandes avait l'inscription « Je lève cette épée et souhaite donc que ce pauvre pécheur reçoive la vie éternelle ». Les 3 trous au bout sont aussi fascinants. Ils empêchent sûrement la pointe d'être remodelée en arme de guerre banale, ou servaient à ajouter des poids pour frapper plus fort, ou auraient pu faire siffler la lame pour plus d'effet. Numéro 4. Les épées papillons. Bien que parfois appelés couteaux en raison de leur longueur, ils ont l'air plus intimidants que n'importe quel couteau au monde. Leurs lames sont souvent aussi longues que les avant-bras humains, et elles sont toujours par paires. Ce qui est censé être d'où leur nom vient. Elles se cachent aussi facilement et sont utilisées dans plusieurs arts martiaux chinois pour les combats rapprochés. Traditionnellement, la lame est affûtée du milieu à la pointe, laissant la moitié inférieure émoussée pour infliger des frappes non mortelles. La garde protège la main et peut aussi être utilisée comme point américain. Sur le côté opposé, la garde a une saillie qui peut être utilisée pour accrocher l'arme d'un adversaire. Numéro 3. La canne épée. Les cannes épées ou cannes fourrées sont des objets plutôt malins. Elles sont apparues à la fin du XVIIIe siècle, comme un accessoire de mode. Comme à l'époque, il n'était pas acceptable de porter une épée. Les hommes et femmes se sont dit que les cannes étaient la cachette parfaite. En plus d'être utilisées comme accessoires de mode, les cannes épées étaient et restent utilisées comme armes d'autodéfense. Leur popularité n'a jamais diminué. Aujourd'hui, vous pouvez en trouver tout un éventail en ligne, même si elles sont strictement interdites dans de nombreux pays.
Numéro 2, l'épée combinée. L'idée de combiner arme à feu et arme blanche remonte au pistolet à silex. Comme les deux armes étaient souvent utilisées en même temps, il était donc naturel d'essayer de les connecter. Les premières épées combinées sont apparues à la fin du XVIe siècle. Elles étaient très appréciées des pirates, qui les utilisaient pour aborder les navires. Mais leur design était aussi populaire chez les aristocrates chics. Et pourtant, elles avaient plein d'inconvénients, puisque l'épée bloquait toujours le pistolet, et vice-versa, faisant de cette arme une épée déséquilibrée et un pistolet lourd. Numéro 1, le Zulfikar. Cette épée est considérée comme l'Excalibur musulman. C'était la plus célèbre des 9 épées du prophète Mohammed, et la seule qui soit perdue. Zulfikar était en fait un cimeterre avec une pointe à deux bouts. La raison derrière ce design est inconnue, car la pointe bifurquée n'en fait pas une meilleure épée. Une légende dit que la pointe de l'épée a été faite comme une langue de serpent, pour viser les yeux de l'ennemi. Le nom lui-même peut aussi apporter une réponse, car en arabe, Zulfikar veut dire celle qui a l'épine. Il existe plein de dessins pour donner une idée de ce à quoi elle aurait pu ressembler, et on peut dire que c'est inhabituel. Alors, quelle épée vous a le plus impressionné? Laquelle vous emporteriez au combat? Et dites-moi tout dans les commentaires et merci d'avoir regardé. Et comme toujours, à bientôt.